D'abord, je voudrais remercier Vincent et Emmanuel pour nous inviter à chaque fois au Web Forum. C'est un événement qui grossit de plus en plus. C'est un des chefs médias de plus en plus fiers d'être ici. On est dans la parfaite continuité avec le panel précédent. On a ici on va dire des pure players, et je m'y associe également, qui ont inventé récemment des nouvelles formes de monétisation et de vente d'espaces publicitaires ainsi que de relations avec les annonceurs, avec une grosse base technologique. On va commencer par la phase de présentation pour que vous puissiez mieux connaître leur activité. Donc Gaëtan Vigneur, je te laisse commencer, avec la contrainte de temps évidemment qui sera commune à tout le monde. On va essayer de l'optimiser. Bonjour à tous. Donc, je suis Gaëtan Vigneur, directeur général de Buzz Paradise. Nous sommes pour la 2e année consécutive partenaire du Hub Forum. L'année dernière, nous avions évoqué les capacités pour vous, annonceurs et aussi agences évidemment, d'intégrer ces logiques d'influence, de blogueurs, d'influenceurs dans la capacité de créer du contenu. On a une croissance exponentielle, notamment le transfert du contenu vers du média. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est de regarder cette croissance média. Les influenceurs, aujourd'hui, sont véritablement partie intégrante dans les stratégies de communication des annonceurs, dans leur capacité de générer du contenu, mais aussi de générer des recommandations pour les marques. Voilà, donc elles font véritablement partie intégrante de vos stratégies au quotidien. Un petit mot sur qui on est, pour ceux qui ne nous connaissent pas. On est acteur depuis maintenant 7 ans dans l'univers du social media advertising, les capacités d'aller créer du contenu, publier de la publicité à destination des réseaux sociaux, et puis aussi évidemment de les faire partager sur ces réseaux sociaux. Nous mettons donc en relation des influenceurs, des blogueurs, des tweetos, des webzines qui ont une capacité de publier du contenu et de le viraliser, avec vous, annonceurs, qui recherchez de plus en plus la proximité en termes de communication avec vos consommateurs et la médiatisation de vos dispositifs. Rapidement, l'intérêt évidemment de travailler avec ces influenceurs qui depuis maintenant 2 ans font partie intégrante de vos stratégies, c'est la capacité de publier évidemment du contenu, mais aussi de diffuser ce contenu à travers l'ensemble de l'écosystème des réseaux sociaux, qu'ils soient de Facebook, Twitter, mais aussi qu'ils soient sur Pinterest, Instagram, on n'en a pas encore parlé ce matin, qui sont 2 supports qui sont en très très forte croissance et pour lesquels beaucoup d'opérations, beaucoup de résonances sont publiées et sont poussées dans ces logiques-là. Un petit mot pour caractériser la manière dont on peut le pousser d'un point de vue du produit. On est un réseau qui, même si a une granularité extrêmement forte, puisqu'on adresse un peu plus de 12 000 influenceurs en France et en Europe, adresse 24 millions de visiteurs uniques sur la France. Ça veut dire qu'on n'a pas du tout à rougir, et bien au contraire, de la complémentarité de ces audiences avec les audiences de sites de contenu ou des sites médias qu'on vient de voir dans le panel précédent. Une offre hors médias et médias, 70% de l'activité était hors médias il y a encore 18 mois. En l'espace de 18 mois, nous avons transféré de l'activité hors médias sur du média. Pourquoi ? Parce que le premier support dont on va parler aujourd'hui est en exponentielle croissance, la vidéo notamment, et qui représente maintenant quasiment 1 euro sur 2, c'est-à-dire 50% des activités d'acteurs comme nous, avec une présence évidemment internationale et une capacité de mesurer sur des KPI et un monitoring quotidien est extrêmement granulaire. Quelques mots sur l'usage et les investissements pour en venir sur le sujet vidéo. Les 2 premiers chiffres que je voulais partager avec vous, c'est des chiffres liés à la capacité de partager du contenu. Partager du contenu, c'est 1 internaute sur 2. C'est aussi quasiment 1 internaute sur 2 qui consulte des vidéos suite à un phénomène de bouche à oreille, de capacité d'avoir une recommandation par quelqu'un dans son environnement et dans sa communauté. Voilà. Dans le même temps, on assiste à une croissance très très forte aussi des investissements vidéo, puisque vous le savez, si vous regardez les résultats du syndicat des régies Internet, 34% de croissance. 34% de croissance, c'est quasiment 70 millions d'euros d'investissement, c'est-à-dire sur un périmètre annuel quasiment 130 à 140 millions d'euros d'investissement vidéo. Si on prend ce chiffre versus l'année dernière, on était à 3 à 4 fois moins en termes d'investissement. Donc le sujet, véritablement, il est à la fois d'avoir un cadre de diffusion, de bénéficier d'un cadre de diffusion pour partager ce contenu vidéo, et évidemment d'accroître ces volumes d'investissement sur la vidéo. Le paradoxe, c'est celui-là. C'est-à-dire que
ces volumes très importants en vidéo, il y a beaucoup de contextes de diffusion qui proposent de skipper les vidéos. Vous le voyez sur les sites de contenu, vous voyez sur YouTube, pour ne citer que. Et je le source d'autant plus volontiers puisqu'ils sont sources sur ce chiffre. 70% de ces internautes skippent les vidéos, ce qui met fondamentalement en avant le sujet de la manière dont on doit comparer les diffusions entre ce qu'on appelle l'in-stream, c'est-à-dire le pré-roll, et l'out-stream, c'est-à-dire la diffusion d'une vidéo dans un contexte de bannière, de contexte publicitaire. La différence, vous la voyez, la complémentarité, vous la voyez, c'est qu'on répond à des logiques à la fois d'engagement, qui va beaucoup plus loin, l'engagement au sens de la démarche active de l'utilisateur. Cet utilisateur qui, quand il va sur Google, quand il fait une démarche de taper une requête, il a des liens qui vont s'afficher et qui va répondre particulièrement à sa demande. C'est exactement le même principe sur la vidéo. Dans un contexte outstream, il va faire la démarche active de venir consommer une vidéo, de la déclencher et après d'aller la partager avec sa communauté. L'autre source qui est extrêmement importante, c'est évidemment la garantie de vue. Quand on a 70% de ces investissements qui sont skippés au bout de 5 secondes et quand on a des vidéos qui sont de 30 à 40 secondes, et ben la moindre des choses, c'est évidemment de garantir que ces vidéos soient vues à 100%. Voilà les grosses différences et la complémentarité très forte entre l'in-stream et l'out-stream en termes de learnings. Alors on a la chance de travailler en France et en Europe avec un certain nombre de marques et d'annonceurs que vous voyez là. Le but, c'était pas de vous montrer l'exhaustivité des clients pour lesquels on travaille, même si on en est fier évidemment. C'était surtout de faire une analyse sur quels étaient les trends, les learnings qui étaient les plus attendus par nos clients. Et on en a fait un petit résumé sur la base de tout simplement 3 trends qui étaient particulièrement attendus et qui doivent aussi répondre à vos problématiques. Le premier, c'est l'engagement, c'est la visibilité. Quand on parle d'engagement, c'est aussi une capacité d'aller mobiliser ces internautes et pas simplement dans une démarche passive mais active. On vient de le voir à travers les formats outstream. Le deuxième critère, c'est le partage et le earned media. Donc la capacité finalement d'aller mobiliser ces internautes mais aller bénéficier de valeurs d'exposition média gracieuses pour l'internaute, grâce à vos consommateurs et vos clients. Et puis la troisième chose, c'est évidemment le monitoring et la manière dont on peut réconcilier l'instantanéité de ce monitoring avec la diffusion particulièrement des vidéos. Premier learnings et premier trend, l'engagement et la visibilité. J'aurais tendance à dire, et le sujet il est sortons du cadre, élargissons le cadre de diffusion notamment des contextes et des formats vidéo et pas simplement dans un player, mais que ce player puisse être aussi intégré dans une capacité de recommander la consommation de cette vidéo à travers notamment des billets, des posts publiés par les influenceurs, extrêmement forts en matière de recommandation, on verra des chiffres clés tout à l'heure, et puis les capacités aussi de tweeter ces vidéos. Ça, c'est un contexte de diffusion qui permet de générer du earned media. Alors, on a mis un petit benchmark sur de plus en plus de campagnes qui sont diffusées avec 1 million de vues et plus, 1 million de vues et plus à 100% de vidéos vues, évidemment. Et ben, grâce à ce dispositif multi-support qu'on a élargi considérablement, on arrive à toucher 1 500 000 visiteurs exposés et puis quasiment 500 000 followers qui eux-mêmes génèrent des tweets et des retweets et donc qui vont générer une capacité d'aller partager ce contenu. Bonne transition sur la slide d'après. Partage et earned media, évidemment, fondamental, puisque en temps réel, on va être capable d'aller pousser des learnings, et notamment des taux d'incrémentation sur les moteurs. C'est quelque chose qui est stratégique pour vous. Stratégique pour vous, pourquoi? Pour amorcer aussi la visibilité d'une campagne extrêmement forte. On a tous en tête la dernière campagne Evian, qui a eu un succès phénoménal. Cette campagne, 40% de paid ont été intégrés avant d'aller générer les volumes de earned media qui ont été générés sur les réseaux sociaux. Voilà. L'un des points capitaux pour la marque Danone, pour Evian, c'était aussi l'incrémentation de ses vues sur les grands moteurs de recherche vidéo, qu'ils soient de YouTube, Dailymotion. Voilà. Le contexte de diffusion dans un contexte d'influence permet d'assurer ce taux d'incrémentation extrêmement fort. Et puis évidemment, c'est des milliers, des dizaines de milliers de mentions, de likes, de partages, de shares, de tweets, de retweets, qui génèrent en moyenne sur ces campagnes de l'ordre de 120% de earned media. On va voir qu'avec le cas énergie mobile, juste après, on a été jusqu'à même doubler l'investissement média en valeur d'exposition média, notamment earned media.
Troisième point, c'est évidemment le monitoring, c'est le retour sur investissement, c'est aussi sur de l'innovation au service de la technologie. Ce que disait Philippe Schmitt chez Prisma, je suis profondément d'accord. La technologie est au cœur de nos activités, dans la capacité d'avoir l'instantanéité entre la diffusion d'une vidéo que vous voyez là, qui est une campagne pour Carlsberg qu'on a diffusée en Espagne, et l'instantanéité que nous avons sur nos outils d'aller monitorer des critères quantitatifs, d'exposition, de pourcentage de vidéos vues, de taux de complétion, mais aussi instantanément d'aller mesurer les likes, les partages, les tweets, les retweets, et donc d'avoir une visibilité extrêmement forte sur ces outils. Voilà, chose très importante sur véritablement du ROI et aussi véritablement de l'innovation. Voilà, plus que des mots, pour faire court, je voulais terminer avec les témoignages de Anne-Carole Cohen, qui est la directrice des marques et communications d'Énergie Mobile, qui va vous témoigner voilà, concrètement d'une campagne qu'on a réalisée pour eux juste avant l'été. Énergie Mobile, aujourd'hui, c'est un challenger sur le marché de la téléphonie mobile. On a toujours voulu avoir une offre très simple, avec des offres les mieux disantes du marché. Dans tous nos plans de média branding, la vidéo est vraiment essentielle. Aujourd'hui, pour nous, c'est vraiment, on considère la vidéo comme le meilleur outil pour raconter une histoire à l'internaute et au consommateur dans sa globalité. La vidéo, c'est un outil que l'internaute aime et consomme énormément. Donc du coup, on en attend un impact de mémorisation très fort, puisqu'on pense aujourd'hui que l'internaute est sursollicité par énormément de publicité, et le format vidéo reste, je pense, celui qui va être le plus efficace, puisque c'est un média qu'il aime et qu'il connaît. On a différents KPI qu'on monitore. Un des premiers, ça va être est-ce que l'internaute va déclencher la vidéo. On est quasiment dans de l'achat pas du tout forcé pour l'internaute, donc ça va être soit du click-to-play, soit une vidéo qui va pouvoir skipper. Donc ça, c'est le premier indicateur qu'on regarde. Le deuxième, ça va être évidemment le taux de complétion, pour qu'on voit si la publicité a intéressé l'internaute et si le message était intéressant pour ce dernier. Ça va nous permettre de déterminer notamment nos CPV, et ensuite, évidemment, on va regarder les taux d'arrivée sur le site, la qualité du trafic, etc. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'aujourd'hui, évidemment, le consommateur de plus en plus agit en temps réel. Donc, on voit forcément ses avis, ses commentaires, ses notes qui sont partagées par ses amis, les amis de ses amis. Du coup, ça impacte des milliers de personnes sur la toile. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment être dans ce contexte d'influence et mettre, en fait, essayer de passer le bon message, mais le plus important, en fait, c'est pas la manière dont on le fait passer, c'est la manière dont il est perçu. On parle sur le papier de quasiment 2 fois plus que le paid media. Donc, on a eu 2 fois plus de earn que ce qu'on a acheté. Donc, ce qui est en valorisation brute assez important. On a eu en effet plusieurs milliers de partages, de retweets. Désolé, il y avait un petit décalage entre la voix et l'image. Voilà, juste pour terminer, vous l'avez compris, le contexte de diffusion est fondamental, particulièrement pour répondre à des démarches actives d'utilisateurs et de consommateurs. Contexte de diffusion qui a une capacité de le viraliser, profiter de ces contextes pour aller viraliser vos contenus et avoir un retour sur investissement, et donc faire de l'innovation à travers le format le plus en croissance qu'est la vidéo. Voilà, merci beaucoup. Merci Gaëtan pour la synthèse. Je passe la parole à Sophie Poncin, qui dirige la régie d'Orange, qui s'appelle maintenant Orange Advertising, et qui va nous donner sa vision du futur de l'offre média. Bonjour à tous. Alors, pour parler d'innovation, moi j'ai choisi 2 sujets. Les ad exchange et le RTB, on peut se dire que ça va être dans le domaine de l'innovation encore longtemps. Et puis, sur le mobile, des expériences de dispositifs Drive to Store qui sont extrêmement intéressants et qui commencent à émerger très fortement sur le marché. Alors, j'ai rien touché. J'ai un fluide. Vous voulez appuyer? Je voulais juste la première slide. Voilà. Alors, il y a un an, justement, j'étais déjà sur cette estrade et j'annonçais le lancement de notre propre Ad Exchange. Donc, je vais vous donner un peu un retour d'expérience après 9 mois de lancement. Je vais revenir 2 minutes sur les raisons qui nous ont poussés à nous lancer dans l'aventure. C'est vrai que
c'était éminemment stratégique pour une régie comme nous, leader sur le display, bien sûr. Mais c'est aussi qu'on voyait dans les pays comme les US et le UK des fortes croissances qui annonçaient véritablement une lame de fond. Et on s'est dit, finalement, c'est peut-être maintenant la revanche du display sur le search. Et ça, c'était une partie intéressante à jouer. La deuxième raison, c'est qu'on se rend compte que c'est un mode de vente qui vient vraiment consolider le business et non pas le cannibaliser. Et il s'intègre finalement assez naturellement à tout l'écosystème des leviers mis à disposition des clients aujourd'hui. Alors, je vous rappelle que nous, on s'est lancé seul. Pourquoi on s'est lancé seul? Parce qu'on avait les assets pour pouvoir le faire. C'est vrai qu'en termes de puissance, nous étions légitimes avec le portail Orange et les sites partenaires. Nous avions la taille critique également en matière de quantité et de qualité d'inventaire, et puis pour finir, en matière de richesse de nos data first party. Alors notre positionnement, on n'a toujours pas le... Oui, notre positionnement, c'était axé sur 3 engagements forts. La transparence, tout d'abord. Pourquoi la transparence? On l'a d'ailleurs symbolisé avec ce diamant. On était les seuls, finalement, dès le début, à être partis sur cette approche, alors que ce n'était pas la norme. Mais nous pensions que c'était important, dès lors que le fondement du RTB, c'est d'aller acheter l'audience utile, c'était de donner la possibilité, finalement, au marché de sélectionner de manière très granulaire nos URL pour tenir cet engagement. Alors, on voit que depuis, ça s'amplifie. Mais c'est loin encore d'être généralisé sur la totalité des ADEX. On avait un deuxième engagement fort qui était la qualité des publishers. Évidemment, il y a le vaisseau amiral Orange, mais il y a également une quarantaine aujourd'hui de sites partenaires qui répondent à cette promesse. Et puis des formats extrêmement qualitatifs. Dès le début, nous, on a fait le choix d'intégrer des formats rich media, que ce soit de la vidéo, des expands. Et demain, on réfléchit à également mettre en vente des habillages d'homepage. Et puis le troisième axe très important, alors on aurait tort de se dire automatisation, ça gère tout. Ben non, comme toute innovation, ça implique beaucoup de changements et on a fait finalement de l'accompagnement de nos clients une priorité. Alors ça nécessite d'avoir investi dans des outils de reporting, d'aide à la décision auprès de nos clients et puis des équipes qui vont être dédiées au soutien et à l'accompagnement. Alors, le bilan aujourd'hui, est-ce qu'on a atteint nos objectifs? Ben oui, on en avait 5 principaux. C'était que ce mode d'achat représente dès la première année 10% de notre chiffre d'affaires, c'est le cas. C'est le cas au bout de 9 mois. On envisage même sur le dernier trimestre que ce chiffre monte à 15%, probablement à 20% l'année prochaine. On avait aussi pour objectif que ce soit du chiffre d'affaires incrémental, c'était notre crainte, c'était la cannibalisation. Or aujourd'hui, on constate qu'il n'y a pas cannibalisation sur le chiffre d'affaires dit garanti, qui reste d'ailleurs prioritaire dans notre ad serving. On avait aussi fait le pari d'un ICPM à la hausse. Là aussi, c'est pari gagné et on a même constaté des doublements d'ICPM, notamment si l'on regarde celui qu'on réalise avec la vente à la performance. Donc cela est extrêmement encourageant. Notre quatrième objectif, c'était d'augmenter la taille du portefeuille. C'est considérable. Vous voyez le nombre de buyers, le nombre de marques. Sur de la vente directe, on doit être à peu près à 50 buyers et puis peut-être 5000 marques par an. Donc, vous voyez que c'est un accélérateur très fort et on va toucher également une part de la long tail. Et puis le 5e objectif, c'était la fidélisation client. Là aussi, on constate qu'il y a de plus en plus de fidèles qui se lancent maintenant dans des stratégies de fil rouge. Donc on peut imaginer que les retours sur investissement sont bons.
Alors dans les perspectives, je le disais tout à l'heure, intégrer tous les formats rich, les formats pré-roll vidéo, l'habillage de page, le mobile, tous les formats mobiles, parce qu'on est persuadé qu'effectivement ce mode de vente va toucher tous les écrans. Voilà sur l'AdExchange. Alors Eric Marie tout à l'heure disait qu'on est très en retard sur pas mal de choses. Et bien, sur le RTB, je pense pas, puisqu'on a vu que le marché dans son ensemble allait atteindre 15 à 20% cette année. C'est pas loin d'être au niveau de l'Angleterre. Donc finalement, c'est peut-être là qu'il faut se réjouir et non pas s'auto-flageller. Alors, je vais enchaîner sur le mobile. Alors, le mobile, nous, c'est toujours une question qui a été au cœur de notre activité. Ça fait longtemps qu'on est sur ce marché, qu'on le voit évoluer, certes lentement, même si on sent une accélération cette année avec des forts taux de croissance. Mais ce qui est important, c'est finalement de pouvoir aller proposer des dispositifs innovants et avec des partenaires comme Waze, que vous connaissez probablement, qui est le GPS communautaire participatif qui regroupe 3 millions de membres actuellement. On a mis en place des dispositifs avec des annonceurs qui permettent d'être au cœur de l'usage de ces applications. Et on va voir en quoi, de quelle manière ça va apporter à l'annonceur une proximité avec ce qu'on appelle les Wazer. Donc on va voir le cas Nissan, qui est actuellement en campagne et qui est un gros dispositif qu'on a déployé sur 6 pays européens qui va durer 6 mois. Et puis le cas McDo, qui là aussi était assez ambitieux puisqu'il s'agissait de référencer tous les points de vente, plus de 1300 points de vente McDo et sur les derniers mois. Donc on va voir après quels enseignements on peut tirer de ce genre d'expérience. Alors je vous lance le petit film pour bien comprendre. Alors voilà, ce sont des dispositifs que nous allons lancer depuis le mois de mars, date à laquelle Waze nous a confié la commercialisation de son inventaire. Alors ce qu'on peut se dire aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la communauté des Wazers ne rejette pas la pub, au contraire, ils trouvent qu'elle est servicielle telle qu'elle est finalement articulée ici. Le retour client, c'est que on a énormément d'engagement. On a plus de 10% de taux de clic sur les pins et sur les overlays. Et on peut finalement aussi traquer la donnée. Ce qui va être intéressant dans un deuxième temps, c'est d'essayer de faire matcher la base CRM des annonceurs à cette collecte d'informations pour justement être en capacité de proposer des offres personnalisées. Donc beaucoup d'espoir sur ces dispositifs et qui rencontrent une forte adhésion
beaucoup de catégories d'annonceurs, que ce soit de l'automobile, la distribution, les services. Donc c'est vraiment peut-être quelque chose qui va faire que le mobile va être perçu comme plus légitime pour un certain nombre de clients. Voilà. Merci Sophie. Je vais passer la parole à Thomas Jean-Jean, directeur général de Criteo. Alors Criteo, je pense qu'en notoriété, tout le monde connaît. Maintenant, si on demande, est-ce que vous savez vraiment qu'est-ce qu'il y a dans Criteo et quelle est l'activité et comment ça marche, je crois qu'on est un peu moins nombreux à le savoir. Donc, c'est bien que Thomas nous fasse un update sur ce qui est vraiment Criteo. Alors on va essayer effectivement de présenter tout ça. Je suis déjà ravi d'être là et merci au Web Forum pour votre invitation pour effectivement parler de Criteo, mais parler surtout de comment Criteo innove dans l'achat média et dans l'investissement média. Alors, vert, hein, c'est ça vous m'avez dit ? Très bien. Quelques slides sur lesquels je vais passer extrêmement vite, simplement pour vous rappeler que entre le 27 octobre 1994, qui était la date de la première diffusion d'une bannière publicitaire sur Internet, et aujourd'hui, où un marché global du digital est estimé à 120 milliards de dollars à la fin de l'année, avec une part de voix de 22%, il s'est passé beaucoup de choses. Et il s'est passé beaucoup de choses finalement, même si le search est aujourd'hui et reste notamment en France le levier prépondérant, il s'est passé beaucoup de choses sur le digital, il s'est passé notamment beaucoup de choses sur les bannières display, sur le display, qui est finalement le levier qui a le plus innové, et notamment ces dernières années, à la fois sur la partie rich media, puisqu'on est devenu aujourd'hui avec des formats plus impactants, sur le mode d'achat, Sophie en a parlé tout à l'heure avec le RTB, et également une grande innovation parce que le display aujourd'hui performe quasiment aussi bien que le search. Et c'est en tout cas ce que l'on essaye de faire chez Criteo. Je voulais juste vous remontrer cette petite courbe que finalement assez peu de gens ont en tête, qui sont les prévisions d'e-marketeurs sur les investissements de display aux US. Et e-marketer nous dit que quelque part entre 2014 et 2015, les dépenses des annonceurs aux États-Unis dépasseront en display celles du search. Donc on est vraiment dans ce créneau-là. Et pourquoi est-ce que cette tendance s'accélère notamment ? C'est parce que le display aujourd'hui performe et apporte beaucoup plus de performance aux annonceurs. Alors c'est justement ce qu'on fait chez Criteo. Merci. C'est justement ce qu'on fait chez Criteo. Et on est assez fiers d'être devenu en quelques années un des leaders mondiaux de ce qu'on appelle le display à la perf, avec aujourd'hui plus de 700 personnes dans le monde, des campagnes dans 35 pays. Qui sont gérés à travers 15 bureaux dans le monde entier, avec plus de 6000 partenaires éditeurs, donc des gens chez qui on achète de l'espace, et plus de 4000 clients dans le monde sur 4 continents. Alors je voudrais vous raconter un peu l'histoire de Criteo, parce qu'effectivement, même si on parle un peu de nous, l'idée c'était de vous expliquer un peu comment on en est arrivé là. Alors c'est finalement une histoire assez récente, hein, puisqu'une création en 2005, c'est une société techno, c'est 3 ingénieurs qui se sont rencontrés dans un incubateur à Paris et qui travaillaient sur la même idée. Cette idée étant de faire de la recommandation produit sur site, donc un peu à la Amazon. Vous avez vu ce produit, vous aimerez essentiellement ces autres produits-là. Donc c'est pendant 3 ans le développement des algorithmes et des moteurs de recommandation produits autour de cette idée. Et je pense que comme beaucoup de sociétés qui ont réussi, le succès de Criteo est essentiellement lié à sa capacité à apprendre de ses échecs. Et finalement, au bout de 3 ans, les 3 fondateurs de Criteo se sont rendus compte que ce modèle-là n'était pas le bon business model. On avait le bon produit, mais on n'avait pas le bon business model, notamment parce qu'il y avait une différence entre ce que les moteurs de prédiction pouvaient prédire, donc le meilleur produit, et puis finalement l'attente des sites internet ou des e-commerçants qui, eux, ce qu'ils voulaient pousser, c'était les produits avec la plus forte marge. Et l'idée un peu de génie, c'est qu'à partir de 2008, ces moteurs de recommandation produits et ces algorithmes, on va décider de les porter dans des bannières publicitaires et d'aller acheter de l'espace sur Internet pour finalement retrouver les gens qui sont venus sur un site, qui n'ont pas converti, et de pouvoir les retrouver dans leur surf sur Internet, leur pousser des bannières personnalisées, les faire revenir sur le site pour qu'ils achètent. C'est comme ça que le retargeting, selon Criteo, est né, quelque part en 2008. Une évolution très très rapide, je vais passer là-dessus rapidement, mais une des beautés de ce modèle, c'est qu'on est sur des modèles qui sont totalement scalable, qui demandent assez peu d'adaptation, voire pas d'adaptation du tout à l'international, et ce qui nous a notamment permis d'ouvrir en quasiment 12 mois une dizaine de pays
et qui permet aujourd'hui à Criteo d'avoir cette empreinte internationale. Alors on ne pouvait pas parler de chiffres, donc les quelques chiffres de Criteo, avec une très belle évolution, 143 millions d'euros de revenus en 2011, 271 millions d'euros en 2012, 190 millions d'euros sur le premier semestre 2013, donc une belle croissance. Ce sont les chiffres de l'entreprise. Les chiffres qu'on aime surtout mettre en avant, c'est les deux chiffres que vous avez sur le côté. 90% de taux de rétention client. Donc nos clients travaillent avec nous en fil rouge et à 90%, ils continuent à travailler avec nous. Et le dernier chiffre, 6,5 milliards de dollars de revenus générés sur le site de nos clients entre juin 2012 et juin 2013. C'est finalement ça qui nous importe, c'est la valeur et la performance que l'on apporte à nos clients. Alors comment est-ce qu'on arrive à faire ça? On a essayé d'identifier les facteurs clés de succès de Criteo sur ces dernières années. Et le premier facteur clé de succès, c'est un business model qui finalement est beaucoup plus simple que ce que la slide laisse paraître. Et si vous voulez retenir une chose chez Criteo, c'est qu'en fait on aime le risque et on prend le risque pour nos clients en achetant de l'inventaire au CPM, en leur revendant au CPC. Donc on a bien évidemment un intérêt à ce que les internautes aient la publicité la plus personnalisée pour qu'ils cliquent dessus et qu'ils achètent sur les clients. Et en fait on fait ça avec des moteurs de recommandation qui vont prédire le bon produit, des algorithmes qui vont prédire les taux de clic, les taux de conversion, et des moteurs de personnalisation de bannières automatisées qui vont pouvoir, en temps réel, aller diffuser la bannière la plus pertinente pour l'internaute en question. Le deuxième facteur clé de succès, et là je pense que la deuxième chose que vous pouvez retenir, c'est que chez Criteo, on déteste la moyenne, on veut tuer la moyenne. Ce qu'on aime, nous, c'est la vision utilisateur. Alors évidemment, tout le monde en parle aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on fait depuis pas mal de temps. Et pour nous, la vision utilisateur, elle se traduit notamment, on va parler après, je pense, de l'achat média, notamment dans l'achat. Ce qui nous importe, au-delà des aspects de brand safety, bien évidemment, ce qui nous importe, c'est pas tant l'endroit sur lequel l'internaute se surfe. Ce qui nous importe, c'est notre capacité à pouvoir le retrouver le plus rapidement possible et lui diffuser le message le plus pertinent possible. Et pour ça, on ne peut le faire que si on a une relation quasi one-to-one avec les internautes. Troisième facteur clé de succès, on aurait clairement dû le mettre en premier, c'est la techno. On est une société de techno, on est une société d'ingénieurs. Et je voudrais juste vous donner quelques chiffres pour vous donner... Alors tout à l'heure, on parlait de big data. Et on a entendu dire trop de data tue la data. En fait, on n'est pas totalement d'accord. C'est pas trop data tue la data, c'est une data mal exploitée tue la data. Donc toute la question, c'est de savoir exploiter la data. Et c'est exactement ce que l'on fait chez Criteo avec un petit peu plus 300 ingénieurs qui travaillent là-dessus au jour le jour, 40% de la task force. Donc on est vraiment une boîte d'ingénieurs. On a dépensé 13 millions d'euros sur le premier semestre de l'année sur ces sujets de recherche et développement. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? On fait ça parce qu'en fait, on est aujourd'hui, nos besoins, c'est de servir 500 000 ad requests, donc requêtes publicitaires par seconde. Donc on a besoin de cette taille critique et de cette technologie pour aller chercher ça. Et c'est notamment aussi de pouvoir diffuser 1 milliard de publicités, 1 milliard d'impressions par jour. Et le dernier chiffre, pour vous donner un peu la dimension, c'est qu'entre juin 2012 et juin 2013, on a traqué et regardé et logué 200 milliards de sales events, donc d'achats ou de leads sur le site de nos clients en une année. Donc pour faire ça, on a besoin de ces gens et de cette techno qui investissent au jour le jour beaucoup de temps pour faire marcher la machine. Autre facteur clé de succès, on est né du retargeting, on est né du bas du tunnel. Cette vision user-centrique, elle nous permet en fait aujourd'hui de pouvoir remonter dans le tunnel de conversion et de pouvoir s'adresser pas uniquement aux personnes qui sont aux internautes qui sont dans le bas du tunnel, mais elle nous permet aussi de pouvoir aller adresser des gens qui sont venus sur le site et qui sont parvenus. Une des études que l'on a faites en interne et qui est assez frappante, c'est que quasiment 90% des visiteurs de vos sites internet, s'ils ne sont pas revenus dans les 15 jours, ne reviendront simplement jamais. Donc tout l'intérêt de cette approche user-centric, c'est de pouvoir non seulement essayer de les faire revenir sur le site dans les 15 premiers jours, mais s'ils ne sont pas revenus, c'est de pouvoir adapter les messages et adapter la créa pour les faire revenir dans les jours qui viennent.
Autre facteur clé de succès, l'achat média et l'intelligence dans l'achat média. J'ai fait bugger la présentation. L'intelligence dans l'achat média, je pense qu'on va en parler après. Ce qui nous intéresse chez Criteo, c'est d'avoir la première impression et de pouvoir rattraper les utilisateurs partout où ils sont sur Internet. Donc en fait, on n'est pas uniquement sur de l'achat média en RTB, on n'est pas uniquement sur de l'achat média en direct, on est sur l'intégralité de l'inventaire que l'on peut trouver. Donc on achète en direct auprès de certains annonceurs avec une technologie qu'on appelle Real-Time Audience, qui est un truc propriétaire et qui est du RTB-like pour Criteo. On achète en RTB, bien évidemment. 50% de nos achats mondes se font sur le RTB, donc on est un des gros acteurs là-dessus. On achète également auprès de la long tail, ce qu'on appelle la long tail. Il ne faut pas négliger ces petits sites. Et ce qu'on a voulu, c'est pouvoir leur donner la possibilité de monétiser leur inventaire et de le monétiser à des CPM élevés grâce à une plateforme que l'on appelle Pump chez nous. Pourquoi on fait ça ? On fait ça parce que quand on regarde aujourd'hui la logique de RTB, c'est comme le disait Sophie, c'est un beau succès français puisqu'on est à 15%, mais enfin ça n'est que 15%. Et finalement, ces 15%, c'est bien, mais il y a tout le reste. Et tout le reste aujourd'hui, ça nous permet d'avoir un reach qui est extrêmement fort et encore une fois de pouvoir rattraper, retrouver les utilisateurs, quel que soit l'endroit sur lequel ils surfent, et notamment de pouvoir avoir la fraîcheur des impressions. Et dernier facteur clé de succès, je pense que vous avez tous vu ce magnifique Luma Landscape qui fait un peu mal à la tête. Je ne voudrais pas être directeur marketing aujourd'hui, tellement c'est un peu compliqué de se retrouver dans tout ça. Je pense que le dernier facteur clé de succès de Criteo, c'est qu'en fait, on a essayé de simplifier et d'offrir une solution un peu full service, clé en main, où vous êtes aujourd'hui un annonceur, vous pouvez, avec Criteo, avoir l'intégralité de votre budget display à la performance géré, simplement avec un coût qui est un coût d'achat média. Vous n'avez pas les coûts de techno, vous n'avez pas les coûts de management, vous n'avez pas les coûts d'ad serving, etc. etc. Et c'est un des éléments, je pense, qui arrive à simplifier la chaîne et à faire que Criteo ait réussi à grossir aussi vite. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. Il y a un point commun sur vos présentations. D'abord, il y a quelque chose d'étonnant aussi, on en parlait avant, c'est que à la fois Thomas et Sophie Poncin sont issus de Google, donc est-ce que Google est l'école de l'innovation? Mais bon, ça, pas besoin d'y répondre, on en passera après. La question, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe en face. Une fois que vous existez, qu'est-ce qui se passe en face auprès des annonceurs et des agences médias? Comment est l'accueil des agences médias? Est-ce qu'elles savent s'adapter à vos offres, Sophie, par exemple? Comment ça se déroule de l'autre côté, au niveau non pas de l'offre, mais de la demande? En ce qui concerne tout ce qui est innovation, c'est vrai que les pure players sont souvent les premiers nativement testeurs de toutes les solutions. Après, c'est vrai que pour les annonceurs un peu plus traditionnels, ils font des choix moins risqués, plus sélectifs, mais on compte beaucoup, et c'est le rôle des agences, beaucoup sur eux pour pouvoir amener ces annonceurs à manier tous ces leviers, manier tout cet écosystème qui est certes complexe, mais qui est une réelle opportunité pour les marques. Et Gaëtan, le modèle, comment il est accueilli côté demande? Le modèle, il s'intègre bien dans le sens où on travaille, nous, relativement peu avec les pure players et énormément avec les marques traditionnelles, et particulièrement d'hygiène de beauté, d'entretien, d'automobile, etc. Ce qui correspond bien finalement au souhait d'agences médias que de pousser le digital à travers des dispositifs complémentaires en matière de création de contenu, on parle de brand content, et d'aspirationnel sur la partie réseaux sociaux, notamment sur du partage. Donc voilà, ça crée de la valeur, ça pousse aussi l'investissement, ça donne des outils aux directions marketing pour aller justifier des budgets supplémentaires à leur direction générale chez les annonceurs. Et donc c'est très bien d'intégrer, évidemment, sur les agences médias. Le deuxième point, il est évidemment très complémentaire à des activités de community management. Quand on parle d'activation d'influenceurs, ou en tout cas dans nos métiers, c'est extrêmement complémentaire au community management, prestation qui est très bien opérée par les agences médias et les agences digitales sur le marché. Et Thomas, est-ce qu'on peut donner la part de l'achat qui est fait en agence média et la part qui est fait par l'annonceur en direct, par exemple? Oui, effectivement, on peut. Aujourd'hui, 80% de notre revenu est fait essentiellement en direct. Donc c'est un peu le fruit de l'histoire, puisque Criteo s'est développé d'abord sur les sites e-commerçants qui sont donc majoritairement
au début des pure players et qui effectivement passent en direct. Ceci étant dit, 20% c'est pas rien, et puis c'est une part qui évolue bien évidemment, et notamment parce que Criteo, au-delà de business traditionnel, retail, travel, classified, se diversifie vers des nouveaux verticaux, l'automobile, la finance, le CPG, et des nouveaux verticaux qui sont assez souvent intermédiaires. Et donc aujourd'hui, on apprend à travailler avec les agences, avec pas mal de succès ces derniers temps. Et Thomas, comment vous définissez votre univers de concurrence ? Alors, je pense qu'un peu comme tout le monde dans Internet, il est extrêmement complexe, extrêmement varié et fragmenté. On a vu le Lumen Landscape tout à l'heure, là. Finalement, tous ces gens sont un peu tous concurrents les uns des autres, et en même temps, ils sont un peu tous collaborateurs. Donc aujourd'hui, notre univers de concurrence, il est de manière directe les retargeteurs pure players, et donc il y en a quelques-uns qui sont nos concurrents. Et d'une manière plus générale, notre univers de concurrence, il est auprès de tous les players qui vont délivrer de la performance, et notamment de la performance display pour les annonceurs. Donc ça peut aussi bien être les trading desks d'agences, même si aujourd'hui on apprend à être complémentaire avec les trading desks d'agences, que des grands noms et des grands players de l'achat média ou de la régie, notamment des Google, qui effectivement ont des activités qui peuvent être concurrentes des nôtres. Et Gaëtan, chez vous, le marché, comment il se compose ? La vidéo est assez répartie chez pas mal d'acteurs. C'est quoi votre univers proche ? On a des concurrents qui sont à la fois clients, partenaires. On est dans un écosystème digital qui, depuis maintenant 10 ans, fonctionne aussi de cette façon-là. On est dans une structure concurrentielle relativement verticalisée sur la vidéo, entre ce que j'ai évoqué, le mode de diffusion d'in-stream, d'outstream. Donc c'est assez verticalisé. Après, si on monte sur des métiers qui sont propres à du hors-média ou des capacités d'aller créer du contenu, on retrouve aussi des concurrents, nous, en qualité de réseau, avec un modèle économique qui se rapproche beaucoup de la régie publicitaire, sur finalement aussi quelques agences et relations publiques, notamment, qui montent sur nos activités et qui viennent nous voir d'ailleurs pour qu'on les aide à automatiser, industrialiser l'approche, simplifier la lecture et mesurer en instantané le retour sur investissement. Donc voilà, donc c'est pas aussi facile que ça de dire le périmètre concurrentiel très verticalisé sur la vidéo, un peu plus éclaté et fragmenté effectivement sur les autres activités. Sophie, une autre question ? Oui, en fait, il n'a jamais été aussi vaste quand même, parce que à la fois les acteurs techno, à la fois les marques médias, on l'a vu encore ce matin, qui se digitalisent très très rapidement, et puis les grands géants pure players qui commencent en plus à faire des partenariats très structurants avec des acteurs de contenu. Je pense aux réseaux sociaux, Twitter, Facebook, etc. Donc ça préfigure un univers encore plus difficile. Et je ne voudrais pas qu'on parte sans qu'on aborde aussi le côté public et des gens qui sont de l'autre côté de l'écran, sur le consommateur et l'internaute. Comment vous abordez ces préoccupations au niveau privé, respect de l'internaute? Sophie, comment c'est pris en compte chez vous dans vos activités? Je n'ai pas compris la question. Le côté internaute, sécurité, privacy, etc. Nous, chez Orange, on est déjà nativement très soucieux de ces questions-là. Après, par rapport à quoi? Par rapport à quelles évolutions? Parce que c'est quelque chose qu'on a toujours... Le RTB, par exemple, tu misais sur la transparence. Est-ce que ça en fait partie aussi de savoir où tu vas cibler les publicités ou autres? Ah oui, mais là, ça n'a pas trait à la privacy. Alors passons, la version de Thomas sera peut-être plus pertinente par rapport à la question. Parce que le retargeting est toujours mis en question là-dessus. Oui, enfin, je pense que le sujet sur ce sujet-là, c'est effectivement à partir du moment où on exploite de la donnée, et je pense que tout le monde le fait autour de la table, pour diffuser des programmes publicitaires personnalisés, se pose ces questions. Ces questions, en fait, comme tout le monde, je pense, on y fait vraiment très attention, et ça se traduit par deux éléments. On a été un des premiers à diffuser le petit i sur les bannières là, que vous voyez de temps en temps, pour expliquer quels sont les programmes de Criteo et pour notamment expliquer comment on peut se désinscrire de ces programmes. Donc c'est un point important. Et le deuxième point, c'est qu'on a également une des premières sociétés dans le monde à avoir un Global Privacy Officer, donc quelqu'un qui est assez haut placé dans l'entreprise, dont son métier est de gérer ces sujets-là. Donc nous, notre politique, elle est assez simple. Elle est de dire qu'il faut informer, qu'il faut éduquer et qu'il faut faire en sorte que les internautes comprennent pourquoi est-ce qu'ils sont reciblés, comprennent pourquoi est-ce qu'ils ont de la publicité personnalisée, comprennent pourquoi est-ce qu'on fait ça.
Et notre métier, voilà, c'est de leur expliquer. Et finalement, ce que l'on constate, c'est que les taux de désinscription sont aujourd'hui très très faibles dans les programmes, ce qui est une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'on fait relativement bien notre travail. Et si on le fait bien, c'est parce qu'en fait, les publicités sont plutôt pertinentes pour les internautes.